L'équipe rédactionnelle de Webinfo Télévision vous accueille à suivre ce journal. Mesdames et messieurs, partout vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue. Ce journal s'ouvre à Doha où le médiateur qatari tente une nouvelle fois de remettre autour de la table les délégations de Kinshasa et de la CM23. Une reprise de discussion dans un climat marqué par deux violations répétées de cessez-le-feu et une profonde méfiance entre les partis. Commentaires. Les médiateurs qataris convoquent de nouveau à Doha les délégations du gouvernement congolais et de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 dans l'espoir de relancer un processus de paix presque au point mort. Cette initiative intervient dans un contexte particulièrement tendu alors que les cessez-le-feu déjà fragiles continuent d'être régulièrement violés sur le terrain. Depuis plusieurs semaines, les affrontements sporadiques et les accusations mutuelles ont sérieusement entamé la confiance entre les deux camps. Kinshasa dénonce la poursuite des offensives rebelles et l'occupation des nouvelles localités, tandis que l'AFC M23 accuse l'armée congolaise et ses alliés de ne pas respecter les engagements pris lors des précédentes négociations. À Doha, les médiateurs tentent de ramener les parties à un cadre de dialogue structuré axé sur la cessation effective des hostilités, la mise en œuvre des mécanismes de vérification du cessez-le-feu et la relance d'un processus politique crédible. Mais les attentes restent prudentes tant les précédentes tentatives se sont heurtées à des blocages persistants. Sur le terrain, la situation humanitaire demeure préoccupante. Les combats et l'insécurité ont provoqué de nouveaux déplacements des populations, aggravant les besoins en assistance dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour de nombreux observateurs, seule une volonté politique forte, accompagnée d'une pression régionale et internationale soutenue, pourra permettre d'aboutir à un accord durable. La rencontre de Doha représente ainsi une nouvelle chance, mais aussi un test décisif pour la crédibilité du processus de paix. Entre espoir, prudence et scepticisme, l'issue des discussions sera scrutée de près, tant par la population affectée que par la communauté internationale. En RDC, la question du dialogue national revient au cœur de l'actualité. Alain Ntundu et d'autres acteurs proposent un dialogue en deux violets distincts, l'un militaire entre les FARDC, la M23 et le Wazalendo et l'autre politique pour encadrer l'intégration démocratique dans le respect de la Constitution. Les détails dans ce reportage. En République démocratique du Congo, le débat autour du dialogue national refait surface. Alain Ntundu et plusieurs autres acteurs politiques estiment qu'une sortie des crises durables passe par l'organisation d'un dialogue structuré en deux volets distincts, militaires et politiques. Selon cette approche, le premier volet serait un dialogue militaire réunissant les forces armées de la RDC et FARDC, le commandement militaire de l'AFC-M23 ainsi que le groupe Wazalendo. L'objectif principal serait d'examiner les conditions d'une éventuelle intégration de certains combattants au sein des FARDC, tout en statuant clairement sur les sorts de membres de groupes armés impliqués dans des crimes graves, notamment les viols et les crimes contre l'humanité, exclus de toute intégration. Le second volet porterait sur le dialogue politique conduit par les personnalités politiques représentatives. Celui-ci viserait à définir les conditions d'intégration des acteurs concernés dans la vie démocratique nationale dans le strict respect de la Constitution de la République. Pour Alain Ntundu et ses pairs, cette double approche permettrait de traiter séparément les questions sécuritaires et politiques, évitant toute confusion entre responsabilité militaire et engagement civil. Une démarche qui, selon eux, pourrait favoriser la paix, la cohésion nationale et la stabilité institutionnelle dans un contexte sécuritaire encore fragile à l'est du pays. Les temps se durcit au sein du gouvernement face aux appels au dialogue hier mardi lors de la commémoration d'une année d'occupation de Goma par la M23. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a vivement dénoncé ce qu'il qualifie de complicité interne, des désinformations et des manipulations autour des initiatives de paix mettant en cause certaines figures politiques et religieuses. Suivez ici l'extrait de son intervention. Je vais terminer sur la question du dialogue. Parce qu'on entend parler du dialogue à tout moment et certains ont même tendance à dire que le gouvernement ne veut pas du dialogue. Totalement faux. Le président de la République, en février 2025, avait tendu la main. C'est dans cet ordre d'ailleurs qu'il a reçu le docteur Mukwege ou encore l'honorable Martin Fayoulou. Ça veut dire que le président est totalement disposé. Au début de l'initiative de prêtres, je crois que les présidents étaient parmi les premiers à les recevoir. Mais les présidents,
en termes des propositions de paix, n'a pas reçu que les propositions de prêtres. Il en a reçu aussi des confessions religieuses. C'est pour ça qu'il les a mis ensemble. Aujourd'hui, il existe une feuille de route adoptée par toutes les parties prenantes pour que nous puissions aller vers la paix. Mais Willy Kalenga, dites-moi, l'origine de la crise, elle est d'abord sécuritaire. C'est une crise qui est liée à l'agression. Comment pensez-vous qu'on peut s'asseoir, parler de paix avec certaines d'entre nous qui sont complices du mal? Lorsque vous avez des gens qui vont séjourner à Goma, c'est fort sécurisé à Goma. Ici, je pense au président sortant et à tous ses alliés qui créent, y compris un mouvement Sauvons le Rwanda au Congo, pour être ceux qui apparaissent pour que les pressions diminuent sur leurs parrains. Comment pensez-vous qu'on peut laver les linges sales en famille lorsque vous avez, y compris certains prêtres dans l'Église, disons les choses telles qu'elles sont, qui propagent de mensonges sur l'accord, y compris sur des choses qu'on n'a jamais signées. Et donc, il est important, qu'en ces jours de mémoire, qu'on se rappelle ce parcours. Je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est autant investi pour que la paix qui va arriver au terme de tous ces processus soit une paix durable, une paix définitive qui permettra d'éclore le potentiel de développement de notre pays. À Beni, l'interpellation de quelques militants pro-démocratie lors d'une manifestation marquant l'an 1 de l'occupation de Goma par l'F-123 fait réagir. L'activiste citoyen Jacques Senzaïra interpelle directement le président Félix Tshisekedi, dénonçant ce qu'il qualifie de piétinement à Beni, des efforts engagés pour mettre fin à l'agression rwandaise. Il est ici. La population voulait répondre à votre appel pour se mobiliser contre l'agression rwandaise. Mais suite à une marche pacifique qui était organisée par la population de Beni par rapport à un an de l'occupation de Goma, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, avec le maire de la ville de Beni, ont molesté, saccagé et même torturé les manifestants. Aujourd'hui, plus de 14 manifestants sont arrêtés. Monsieur le Président de la République, nous disons non à la gouvernance de club d'amis. Le gouverneur de la province du Nord Kivu a violemment saboté vos démarches pour le retour de la paix au Nord Kivu. Et nous pensons qu'il faut qu'il y ait des sanctions et nous demandons le remplacement du gouverneur militaire Somo Kakule Evariste en province du Nord Kivu et du maire Nyofondo. Ils doivent être déférés devant le parquet général militaire parce qu'ils sont complices. Comment est-ce la population qui manifeste pour demander l'application de la résolution 2773, ils sont aujourd'hui arrêtés et même torturés? Quelle est la différence avec ceux qui sont en train d'interdire les jeunes à Goma de pleurer leur mort, de manifester contre l'occupation rwandaise? La manifestation à Beni aujourd'hui, c'était pour dire non à l'occupation rwandaise et la fin de la complicité internationale. Comment est-ce que, parce que les gens veulent se maintenir au pouvoir, veulent aussi cracher sur les démarches diplomatiques du chef de l'État? Nous pensons que la justice doit être faite. Nous alertons le ministre de la Défense, nous alertons le chef d'état-major général des forces armées. À Goma, le coordinateur politique de l'F-123, Corneille Nangaa, a publiquement reconnu mardi 27 janvier une collaboration avec le Rwanda et l'Ouganda. Je confirme ici que nous collaborons avec le Rwanda et que nous collaborons pas seulement avec le Rwanda, nous collaborons avec l'Ouganda. Est-ce que collaborer voudrait-il dire soutenir? Non. Est-ce que nous collaborons avec le Rwanda? Je confirme ici que nous collaborons et que nous ne collaborons pas seulement avec le Rwanda. Nous collaborons aussi avec l'Ouganda. Tenez, je te donne quelques faits. Nous avons effectivement un intérêt commun avec le Rwanda sur la question sécuritaire touchant la présence des FDLR. Les FDLR, c'est une force dont la mission est d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Et ils sont au Congo. Et en étant au Congo, ils tuent nos populations. Ils créent de l'insécurité au Congo. C'est un intérêt commun. La neutralisation de cette force, de cette force négative, concerne aussi bien le Rwanda que nous.
Savez-vous, depuis notre entrée à Goma, combien de FDLR on a déjà arrêtés et qu'on a dû les transférer? C'est une collaboration. Autre point, nous partageons avec les Rwandais quelques points frontaliers. Petite barrière, grande barrière à Goma. À Bukavu, la frontière qui mène à Tchangungu. À Bugarama, et de l'autre côté, nous avons des frontières. Savez-vous combien de personnes, Congolais, Rwandais et même les étrangers, traversent ou font des mouvements aller-retour sur ces frontières? C'est plus de 40 000 personnes le jour. Toutes ces frontières. C'est plus de 40 000 le jour. Ça veut dire quoi? Dans chaque point frontalier, vous avez les agents d'immigration au Rwanda et les nôtres. Nous collaborons. Ce n'est pas qu'avec les Rwandais. Nous montons un peu plus au nord, à Bunagana, à Ishasha. Ce sont des points frontaliers cette fois-là avec l'Ouganda. C'est la même chose. Nous collaborons avec eux pour arriver à Goma. Toute personne, journaliste, businessman ou qui, pour arriver à Goma, vous devez passer soit par Kigali, soit par Kampala. Doit-on dire que ce n'est pas la collaboration? C'en est une. Je confirme qu'il y a la collaboration. Et c'est pour autant dire que non, parce qu'on collabore sur ces questions, c'est le Rwanda qui est notre soutien. Non. Collaborer ne veut pas dire soutien. Collaborer, nous collaborons justement parce que pour la vie de la population, il y a cette collaboration frontalière qui doit être là. Non seulement avec les Rwandais, mais aussi avec l'Ouganda. Mais pourquoi on ne dit pas que l'Ouganda nous soutient? Parce que nous avons aussi la collaboration avec eux. Pas grand-chose, sinon libérer les Congos. Les échanges reprennent entre Uvira et Kalemi. Dans un message officiel, le gouvernement provincial Tanganyika a annoncé la relance de hier, mardi 26 janvier 2026, des activités économiques, de mouvements migratoires transfrontaliers et du trafic lacustre suspendu ces derniers jours pour des raisons sécuritaires. Suivez dans cet extrait la lecture du message. Gouvernorat du Tanganyika, le gouverneur. Communiqué officiel numéro 10, bar CAB, bar GOUV, -TAN, bar 001, bar CKM, bar 2026. À l'adresse des services étatiques tous, opérateurs économiques tous, à la population de la ville de Kalemi et des territoires de la province du Tanganyika. Dans le cadre de la restauration progressive de l'autorité de l'État, ordonnée par le gouvernement de la République démocratique du Congo, et la reprise de toutes les activités économiques ainsi que les mouvements migratoires transfrontaliers, interrompus depuis quelques mois en raison des impératifs sécuritaires. Le trafic lacustre entre la ville d'Uvira et de Kalemi et vice-versa reprend, comme par le passé, à dater de la signature du présent communiqué, fait à Kalemi le 27 janvier 2026, honorable Christian Kitungwa Muteba, gouverneur. Terminons ces actualités, mesdames et messieurs. Les chantiers du boulevard Lumumba redémarrent sur le chapeau des roues. Les travaux de rénovation longtemps entendus ont repris avec détermination sous l'impulsion des autorités provinciales. Dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat, retour sur les temps forts de cette relance. Les travaux de rénovation du boulevard Lumumba ont officiellement repris le lundi 26 janvier 2026 sous l'œil attentif du ministre provincial des infrastructures et travaux publics, le professeur Moïse Moukepe, en visite d'inspection sur ces chantiers d'intérêt majeur. Sur le terrain, les ouvriers de l'entreprise chargés de l'exécution sont pleinement mobilisés et travaillent d'arrache-pied afin de mener à terme ces travaux de grande envergure destinés à améliorer durablement la voirie urbaine.
Satisfait de l'évolution et de la qualité des ouvrages réalisés, les patrons des ITP au Lualaba s'est réjoui du respect des normes techniques observées. Il a invité les usagers de cette artère stratégique à faire preuve d'optimisme tout en réaffirmant l'engagement ferme de l'autorité provinciale Masuka Senfifi sous l'impulsion du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a doté la province du Lualaba d'infrastructures modernes et durables. Ceci, c'est juste un signal pour dire à nos compatriotes que tout est fait sur base d'une planification. Et ce, en tenant compte de beaucoup de paramètres. Donc il n'y a aucun projet, aucun chantier, n'est-ce pas, qui sera inachevé, non. Nous travaillons d'arrache-pied avec nos entrepreneurs afin que tous les projets initiés par l'autorité provinciale arrivent à terme et que ces ouvrages soient livrés à la population en bonne et due forme. Nous appelons donc nos compatriotes à l'apaisement, à la tranquillité, et surtout à continuer à nous faire confiance. Nous sommes là, leurs ouvriers, travaillant pour eux, afin que exactement nous puissions répondre à leurs desiderata. Au-delà de la réfection de la chaussée, le boulevard Lumumba sera également doté de caniveaux modernes pour une meilleure évacuation des eaux de pluie, principal ennemi de la voirie, ainsi que d'un système d'éclairage public renforçant la sécurité et la mobilité urbaine. Un projet structurant qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision chef de l'État et de la politique de développement du gouvernement provincial résolument tournée vers l'amélioration du cadre de vie des populations. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics a tard dans la soirée effectué une descente d'inspection des travaux de lutte contre la tête d'érosion qui menace la route nationale numéro 39. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.